Tu comprendras quand tu seras plus grand, m'a dit ma mère, après avoir choisi un voyage dans un complexe hôtelier 5 étoiles pour ma sœur. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement laissé une clé sur la table et j'ai disparu avant leur retour. Tu comprendras quand tu seras plus grande, m'a dit ma mère après avoir choisi un voyage dans un complexe hôtelier 5 étoiles pour ma sœur. Je n'ai pas discuté. J'ai juste laissé la clé sur la table et je me suis éclipsé avant leur retour. Je traîne sur cette communauté en ligne depuis des mois, lisant les histoires de tout le monde sur la façon de tenir tête aux membres de familles toxiques. Je n'aurais jamais pensé que je publierais la mienne, mais nous y voilà. Cela s'est passé il y a environ 1 an, et je suis enfin prête à partager tout ce gâchis. Je m'appelle Juliette. J'ai 24 ans et jusqu'à récemment, je vivais avec ma mère, Danielle, 52 ans, et ma sœur cadette, Ambre, 19 ans. Mon père est décédé quand j'avais 16 ans. Et depuis, nous vivons toutes les 3 dans notre maison familiale en banlieue de Lyon. Enfin, c'était censé être notre maison. Laissez-moi vous dépeindre comment les choses fonctionnaient dans la maison des Martin. Ambre a été l'enfant chéri dès le premier jour. Maman avait toujours des excuses. Elle est plus jeune. Elle est plus sensible. Elle a besoin de plus de soutien. Pendant ce temps, on attendait de moi que je sois la responsable, celle qui n'avait besoin de rien, celle qui devait simplement être reconnaissante pour ce qu'elle avait. Quand Ambre a voulu quitter son emploi à temps partiel au café du coin parce que son manager était méchant avec elle, maman a soutenu sa décision et a augmenté son argent de poche. Quand j'ai demandé si je pouvais utiliser une partie de mon fonds d'études pour partir à l'étranger en 3e année de licence, c'était « l'argent ne pousse pas sur les arbres, Juliette. Sois pragmatique. » Ambre a eu une Renault Clio neuve pour son 18e anniversaire. J'ai eu un vélo d'occasion pour le mien et on m'a dit d'être reconnaissante d'avoir un moyen de transport. Les amis d'Ambre étaient toujours les bienvenus pour dormir à la maison, commander des pizzas, faire du bruit jusqu'à 2 heures du matin. Quand mes amis de l'université venaient, maman se plaignait du dérangement et leur demandait de partir avant 22 heures. Mais le vrai coup de massue, c'est qu'après la mort de papa, il nous a laissé la maison à toutes les 3, à parts égales. Maman avait la plus grande part en tant qu'épouse, mais Ambre et moi avions également hérité de portions. Nous la possédions tout ensemble, bien que maman gérait toutes les finances et les décisions du foyer. Maman promettait toujours qu'à sa mort, Ambre et moi hériterions à parts égales. C'est juste, disait-elle. Cette maison nous appartient à toutes. J'ai obtenu ma licence en marketing et j'ai décroché un poste d'assistante marketing dans une entreprise de taille moyenne au centre-ville. Je gagnais 38 000 € par an, ce qui n'était pas incroyable, mais c'était suffisant pour contribuer aux dépenses du ménage et commencer à épargner. J'ai proposé de payer un loyer plusieurs fois, mais maman a toujours refusé. C'est ta maison, chérie. La famille ne paie pas de loyer. Ambre, de son côté, a abandonné l'IUT après un semestre, affirmant que ce n'était pas pour elle. Elle a eu environ 8 emplois différents en 2 ans, démissionnant généralement au bout d'1 mois ou 2 à cause d'un drame avec des collègues ou des clients. Maman ne l'a jamais pressée de contribuer financièrement. Elle est en train de se chercher, était le refrain constant. La situation qui m'a finalement fait craquer a commencé en février. Ambre sortait avec un certain Charles depuis environ 6 mois. Il était sympa, je suppose, mais Ambre était complètement obsédée par lui. Elle parlait de lui constamment, publiait sur leur relation sur les réseaux sociaux tous les jours et en avait fait toute sa personnalité. Un jour, début mars, Ambre a fait irruption dans le salon où maman et moi regardions la télé, vibrant pratiquement d'excitation. Charles m'a demandé en mariage, a-t-elle glappi en agitant une petite bague en diamant. On est fiancés. J'avoue que ma première pensée a été qu'ils étaient bien trop jeunes et n'étaient pas ensemble depuis assez longtemps pour prendre une telle décision. Mais je l'ai félicité et je l'ai interrogé sur leur projet. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. On veut un mariage à l'étranger, a annoncé Ambre. Un endroit tropical et magnifique. Charles a regardé des complexes hôteliers en Martinique. Maman s'est immédiatement extasiée sur le côté romantique et merveilleux de l'idée. J'ai posé la question pragmatique. Comment comptez-vous payer pour ça? Ce genre de mariage coûte cher. Le visage d'Ambre s'est un peu décomposé. Eh bien, on espérait. Je veux dire, puisque papa a toujours dit qu'il voulait m'accompagner à l'hôtel un jour. Elle a regardé maman avec des yeux de chien battu. L'expression de maman s'est complètement adoucie. Bien sûr, ma chérie. On trouvera une solution. C'est ton jour spécial.
Au cours des semaines suivantes, Ambre a fait des recherches obsessionnelles sur les lieux. Elle a jeté son dévolu sur un incroyable complexe hôtelier à Fort-de-France qui coûtait 15 000 € juste pour le forfait mariage, sans compter les vols, l'hébergement ou les extras. Pour une famille de 3, plus les parents de Charles, on approchait un total de 30 000 €. J'ai essayé d'être encourageante. Vraiment. Mais quand Ambre a commencé à parler de voler en première classe et de prendre des suites avec vue sur l'océan, j'ai dû dire quelque chose. Ambre, peut-être qu'on devrait regarder des options plus abordables. Il y a des endroits magnifiques qui ne coûtent pas si cher. Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré de se marier dans une station-service. Juliette, c'est le mariage de mes rêves. J'ai planifié ça toute ma vie. Tu es fiancée depuis 3 semaines. Tu es juste jalouse parce que personne ne veut t'épouser. Ça m'a blessé, mais j'ai laissé passer. Ambre avait toujours été dramatique. Le vrai problème est devenu clair lorsque maman m'a convoqué pour une réunion de famille fin mars. Elle avait fait les comptes, dit-elle, et le mariage allait nécessiter un financement créatif. Ils avaient fixé la date au 15 septembre, ce qui nous laissait 6 mois pour planifier et économiser. J'ai pensé à la maison, dit-elle prudemment. Tu sais, la valeur de l'immobilier a beaucoup augmenté ces dernières années. Si nous prenions un prêt hypothécaire, nous pourrions facilement couvrir les frais du mariage d'Ambre. Je l'ai dévisagé. Tu veux hypothéquer la maison pour un mariage ? Ce n'est pas n'importe quel mariage, Juliette. C'est le mariage de rêve d'Ambre, et ce n'est pas comme si on dépensait l'argent à la légère. C'est un événement unique dans une vie. Maman, et si quelque chose arrivait à tes revenus ? Et si tu ne pouvais plus payer les mensualités ? On pourrait perdre la maison. Ne sois pas si négative. Mon travail est stable et tu contribues maintenant aussi. On peut gérer les paiements mensuels. J'ai essayé d'expliquer que contracter une telle dette pour une fête semblait incroyablement risqué, surtout quand Ambre et Charles n'avaient aucune économie et des emplois instables. Maman m'a accusé de ne pas être solidaire et d'être jalouse, mais j'ai accepté d'y réfléchir. Quel choix avais-je ? C'était 2 contre 1, et maman gérait les finances de la maison. Quelques semaines plus tard, en avril, maman m'a de nouveau approché. Elle était allée à la banque et avait obtenu une préapprobation pour un prêt hypothécaire de 35 000 €. Les mensualités seraient d'environ 400 €, ce qu'elle était convaincue que nous pouvions gérer entre son salaire et ma contribution aux dépenses du ménage. Il y a juste un petit détail, dit-elle. Comme toi et Ambre êtes toutes les deux sur l'acte de propriété en tant que copropriétaires, la banque a besoin que nous signions toutes les 3 les documents du prêt. Mon estomac s'est noué. Maman, je ne me sens vraiment pas à l'aise avec ça. Juliette, s'il te plaît. C'est pour le bonheur de ta sœur. Tu ne veux pas qu'Ambre ait le mariage dont elle a toujours rêvé. J'ai demandé plus de temps pour réfléchir, mais la pression était constante. Ambre faisait des commentaires sur le fait que j'étais la seule chose qui se dressait entre elle et son jour parfait. Maman soupirait de façon dramatique chaque fois que la planification du mariage était évoquée, mentionnant à quel point Ambre était déçue que nous ne puissions pas avancer. Finalement, début mai, j'ai cédé. J'ai signé les documents du prêt et maman a immédiatement commencé à transférer de l'argent pour couvrir les dépenses du mariage d'Ambre. La date était fixée au 15 septembre, dans seulement 4 mois. Presque immédiatement, les dépenses ont explosé. Ambre a décidé qu'elle avait besoin d'une nouvelle garde-robe pour le voyage. Elle a réservé des soins au spa et des excursions qui ne faisaient pas partie du forfait initial. Elle a insisté pour organiser un dîner de répétition dans le restaurant le plus cher du complexe. Quand j'ai évoqué les coûts croissants, maman m'a dit de ne pas m'inquiéter. On trouvera une solution. C'est le moment d'Ambre. 2 semaines avant le mariage, Ambre a annoncé qu'elle avait invité 6 amis supplémentaires à se joindre à la célébration. Plus on est de fous, plus on rit, a-t-elle dit joyeusement. J'ai fait le calcul. Avec les invités supplémentaires, les hébergements surclassés et tous les suppléments qu'Ambre n'arrêtait pas de demander, nous approchions un total de près de 50 000 € de dépenses. Notre prêt de 35 000 € n'allait pas suffire. Comment allons-nous payer le reste, ai-je demandé à maman. J'y ai pensé, dit-elle. Je pourrais prendre des avances de fonds sur mes cartes de crédit pour couvrir la différence. Peut-être 8 000 € environ. J'ai eu la nausée. Maman, c'est de la folie. Les taux d'intérêt sur les avances de fonds sont de l'ordre de 25%. On ne pourra jamais rembourser ça. Juliette, parfois il faut prendre des risques pour les gens qu'on aime. Ambre le mérite.
J'ai essayé une dernière fois de les raisonner. J'ai suggéré de réduire certains extras. Peut-être réduire la liste des invités ou trouver des moyens de réduire les coûts sans ruiner la vision d'Ambre. Toutes les deux ont agi comme si j'essayais de détruire le bonheur d'Ambre par pure méchanceté. Tu comprendras quand tu seras plus grande, a dit maman d'un ton dédaigneux. Pour l'instant, tu te concentres sur l'argent, mais c'est la famille qui compte vraiment. Un jour, tu voudras que ta famille fasse des sacrifices pour ton bonheur, toi aussi. Cette phrase a résonné dans ma tête pendant des jours. Tu comprendras quand tu seras plus grande. J'avais 24 ans, un diplôme universitaire, un emploi et je contribuais au ménage. Mais apparemment, j'étais trop jeune et immature pour avoir une opinion valable sur le fait de s'endetter jusqu'au cou pour une fête. Le coup de grâce est arrivé une semaine avant le mariage. Je suis rentré du travail pour trouver Ambre et maman entourées de sacs de courses dans le salon. Ambre montrait une robe de créateur qu'elle avait achetée pour le dîner de répétition. Elle coûtait 800 €, mais c'est une Dior, s'est-elle exclamée. Je ne posséderai probablement plus jamais quelque chose d'aussi beau. J'ai explosé. Ambre, nous avons déjà 15 000 € de dépassement de budget pour ce mariage. Pourquoi continues-tu à dépenser de l'argent que nous n'avons pas? Mon Dieu, Juliette, tu es tellement obsédée par l'argent. Ce n'est qu'une robe. C'est une robe à 800 € que nous payons avec des dettes de carte de crédit. Nous. La voix d'Ambre est devenue froide. C'est mon mariage. Si tu ne veux pas être solidaire, peut-être que tu ne devrais pas venir. J'ai regardé maman, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, pour reconnaître à quel point tout cela était devenu déraisonnable. Au lieu de cela, elle a soupiré et a dit, « Juliette, je sais que tu es stressée par les finances, mais ne peux-tu pas simplement être heureuse pour ta sœur? C'est le jour le plus important de sa vie. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que maman avait dit. Tu comprendras quand tu seras plus grande. La condescendance dans sa voix, le rejet de mes préoccupations très raisonnables, la supposition que j'étais juste trop immature pour comprendre l'importance de la famille. J'ai pensé à mon père, qui m'avait toujours traité comme une personne intelligente dont les opinions comptaient. Il n'aurait jamais hypothéqué notre maison pour un mariage. Il n'aurait certainement pas balayé mes inquiétudes avec des commentaires condescendants sur l'âge et la maturité. Et j'ai pensé à la maison. Papa nous l'avait laissée à toutes les trois, à parts égales. Maman parlait toujours de comment elle serait à moi et à Ambre un jour, comment c'était notre sécurité, notre héritage. Maintenant, elle était prête à risquer de la perdre pour une fête. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé la journée à faire des recherches sur les avocats spécialisés en immobilier et le droit de la propriété. Ce que j'ai appris était très intéressant. Comme Ambre et moi étions toutes les deux sur l'acte de propriété en tant que copropriétaires égales avec maman, n'importe laquelle d'entre nous avait le droit de demander au tribunal une vente par licitation. Essentiellement, si les copropriétaires d'un bien ne parvenaient pas à s'entendre sur sa gestion, le tribunal pouvait ordonner sa vente et la répartition du produit en fonction des pourcentages de propriété. C'était l'option nucléaire et cela détruirait probablement ma relation avec ma famille. Mais je faisais face à des années de remboursement de dettes sur des prêts que je n'avais jamais voulu. Pendant ce temps, Ambre pouvait avoir son moment de princesse parfait. J'ai passé le week-end à parler à des avocats. Le processus prendrait plusieurs mois, mais c'était tout à fait possible. La maison valait environ 320 000 € selon les ventes comparables récentes. Il restait encore environ 180 000 € sur le prêt hypothécaire initial, plus le nouveau prêt de 35 000 €. Après avoir remboursé tout cela et les frais de justice, il resterait environ 95 000 € à diviser en 3. Ma part serait d'environ 30 000 €. Pas une fortune, mais assez pour une caution d'appartement décente et un peu de répit. Mais je n'étais pas tout à fait prête à déclencher l'apocalypse. J'ai décidé de tenter une dernière conversation avec maman. Lundi soir, je lui ai demandé de s'asseoir avec moi en privé. J'ai expliqué mes inquiétudes concernant la dette que nous contractons, le risque pour notre maison et le modèle d'irresponsabilité financière que ce mariage représentait. Maman, j'aime Ambre et je veux qu'elle soit heureuse, mais nous hypothéquons notre avenir pour une seule journée. Que se passera-t-il si tu perds ton emploi? Que se passera-t-il si la maison a besoin de réparations majeures? Nous n'aurons plus de capital et 50 000 € de dette à taux d'intérêt élevé. Maman a écouté, puis je pouvais voir dans ses yeux qu'elle avait déjà pris sa décision. Juliette, je comprends que tu sois inquiète, mais parfois dans la vie,
il faut faire des sauts de foi pour les gens qu'on aime. Ambre a eu du mal à trouver sa voie, et ce mariage représente un nouveau départ pour elle. Je ne vais pas laisser l'anxiété financière lui voler ce moment. Et mon avenir? Et ma sécurité? Tu es jeune, intelligente et capable. Tu t'en sortiras. Ambre a besoin de plus de soutien en ce moment. Et voilà. La même vieille dynamique qui avait défini notre famille depuis la mort de papa. Les besoins d'Ambre passaient toujours en premier. Mes préoccupations étaient toujours secondaires. Et si je disais que je voulais vendre la maison, ai-je demandé doucement. Le visage de maman est devenu blanc. Quoi? Et si je disais que je ne voulais plus faire partie de ça? Et si je voulais encaisser ma part et recommencer ailleurs? Juliette, tu ne peux pas être sérieuse. C'est notre maison de famille. Ton père voulait que nous restions ensemble. Papa voulait que nous prenions soin les unes des autres. Il ne voulait pas que nous fassions faillite en organisant des fêtes. Nous avons discuté pendant une autre heure, mais il était clair que maman ne céderait pas. Le mariage d'Ambre aurait lieu quelles que soient les conséquences financières, et on attendait de moi que je suive le mouvement parce que la loyauté familiale l'emportait sur tout le reste. Cette nuit-là, j'ai appelé l'avocat que j'avais consulté plus tôt, Maître Durand, et je lui ai dit que je voulais aller de l'avant avec une action en licitation-partage. Il m'a expliqué que je devrais faire signifier officiellement les documents juridiques aux autres parties. Laisser des documents sur une table de cuisine ne serait pas légalement suffisant. Le lendemain matin, mardi 5 août, exactement 6 semaines avant le mariage d'Ambre, j'ai déposé les documents juridiques pour forcer la vente de notre maison familiale. J'ai pris des dispositions pour qu'un huissier de justice remette les papiers à maman et Ambre le lundi suivant, le 12 août, ce qui leur donnerait un mois complet avant le mariage pour traiter la situation. Je n'ai pas immédiatement parlé du procès à maman et Ambre. Elle partait le jeudi 12 septembre pour la Martinique, et je voulais me donner le temps de réfléchir à mes prochaines étapes avant l'explosion inévitable. L'huissier de justice devait remettre les papiers le lundi 12 août, leur laissant un mois complet pour gérer la situation juridique avant leur mariage. Le mercredi soir, 11 septembre, j'ai fait 2 valises avec mes affaires les plus importantes et les ai chargées dans ma voiture. J'ai trouvé un appartement en location à court terme de l'autre côté de la ville et j'ai versé une caution. J'ai pris des dispositions pour prendre une semaine de vacances de mon travail, avec effet immédiat. Le jeudi matin, j'ai attendu que maman et Ambre partent pour l'aéroport. Ambre sautillait pratiquement d'excitation, parlant sans cesse de la perfection à venir. Maman semblait stressée par tous les détails de dernière minute, mais heureuse de voir Ambre si heureuse. Elles ont à peine accusé réception de mon au revoir. Je restais pour garder la maison et je les verrai à leur retour le lundi. Après le départ de leur VTC, je suis retourné dans la maison une dernière fois. J'ai parcouru toutes les pièces, me souvenant de papa m'apprenant à faire du vélo dans l'allée, m'aidant avec mes devoirs à la table de la cuisine, me lisant des histoires pour dormir dans ma chambre d'enfant. Cet endroit allait me manquer, mais il ne ressemblait plus à un foyer depuis longtemps. J'ai laissé une enveloppe scellée sur la table de la cuisine au nom de maman. À l'intérieur se trouvait une copie des papiers du procès en licitation et une brève note. Maman, j'ai essayé de te parler de mes préoccupations, mais tu as clairement montré que les désirs d'Ambre sont plus importants que la sécurité financière de notre famille. Puisque tu es déterminé à risquer la maison pour son mariage, j'ai décidé de réclamer ma part maintenant plutôt que d'attendre la saisie inévitable. Vous auriez dû recevoir les documents officiels du tribunal le mois dernier. Les coordonnées de mon avocat sont incluses. Je resterai ailleurs pendant que tout cela se règle. J'espère que le mariage d'Ambre sera tout ce dont elle a rêvé. Juliette. J'ai également laissé ma clé de maison sur la table à côté de l'enveloppe. Puis j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement et j'ai attendu. Elles sont rentrées le lundi soir, 16 septembre, vers 20h. Je regardais Netflix quand mon téléphone a commencé à exploser. Le premier appel est venu d'Ambre à 20h47. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message était principalement des cris et des pleurs sur le fait que j'étais une personne jalouse et vindicative qui avait ruiné la meilleure semaine de sa vie. Le deuxième appel est venu de maman à 21h15, également allé sur la messagerie vocale. Ce message était plus calme mais d'une certaine manière plus dévastateur. Elle a dit qu'elle était déçue au-delà des mots et ne pouvait pas comprendre comment je pouvais être si cruel et égoïste. Elle a exigé que je la rappelle immédiatement pour m'expliquer. Au cours des 3 heures suivantes, j'ai reçu 47 appels téléphoniques, 32 SMS et Dieu sait combien de messages vocaux. Maman et Ambre ont alterné entre la colère,
la négociation et la culpabilisation. Quelques extraits d'Ambre, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça pendant la période la plus heureuse de ma vie. Maman pleure et tout est de ta faute. De maman, ton père aurait honte de toi. Comment peux-tu attaquer ta propre famille comme ça? D'Ambre encore, les parents de Charles pensent que nous sommes des cas sociaux maintenant à cause de cette histoire de procès. Tu m'as humilié. De maman, si tu penses que tu peux nous faire chanter pour obtenir de l'argent, tu te trompes. Nous allons nous battre. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À quoi bon? J'avais essayé d'avoir des conversations raisonnables pendant des mois, et elle m'avait rejeté à chaque fois. Mardi matin, j'ai reçu un appel de mon avocat, Maître Thomas Durand. Maman avait appelé son cabinet et laissé des messages très en colère. Elle semble penser que vous pouvez simplement abandonner le procès si vous le souhaitez, a-t-il dit. Je lui ai expliqué que ça ne marche pas comme ça une fois que les documents sont déposés, mais elle n'a pas semblé comprendre. Combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé. Probablement 4 à 6 mois, en supposant qu'elle ne conteste pas. Si elles se battent, ça pourrait être plus long. Quelles sont les chances qu'elles se battent? Honnêtement, faibles. La loi est assez claire sur les droits de licitation. Se battre ne ferait que leur coûter des frais de justice qu'elles ne peuvent apparemment pas se permettre. Cet après-midi-là, Ambre s'est présentée à mon bureau. La sécurité m'a appelé pour me dire que j'avais une visiteuse qui causait du grabuge dans le hall. Je suis descendu pour trouver Ambre en train de pleurer et de faire une scène devant la réception. Juliette, s'il te plaît, a-t-elle dit en me voyant. Tu dois arrêter ça. Maman ne peut pas dormir. Elle parle de prendre d'autres prêts pour combattre le procès. Je l'ai fait sortir où nous pouvions parler en privé. Ambre, j'ai essayé de discuter de ça avec vous pendant des mois. Vous n'avez pas voulu écouter. Mais je viens de me marier. C'était censé être le moment le plus heureux de ma vie, et maintenant tout est ruiné. Comment était ton mariage? La question a semblé la prendre au dépourvu. C'était magnifique. Parfait. En fait, le complexe était incroyable, et la cérémonie était comme un conte de fées. J'en suis contente. Vraiment. Je voulais que tu aies un beau mariage. Alors pourquoi fais-tu ça? J'ai essayé d'expliquer une fois de plus la dette, le risque financier et le schéma de favoritisme qui avait conduit à ce point. Ambre a écouté, mais je pouvais dire qu'elle ne m'entendait pas vraiment. Je ne comprends pas pourquoi tu es si obsédé par l'argent, a-t-elle dit finalement. Ce n'est que de l'argent. On est une famille. Et c'est là que j'ai réalisé que nous ne nous comprendrions probablement jamais. Pour Ambre, l'argent était juste quelque chose qui apparaissait quand elle en avait besoin, et les conséquences des dépenses excessives étaient le problème de quelqu'un d'autre. Pour moi, l'argent représentait la sécurité, l'indépendance et la capacité de faire des choix sur ma propre vie. Je ne suis pas obsédé par l'argent, lui ai-je dit. Je ne veux juste pas passer les 10 prochaines années à rembourser la dette de ta fête. Ce n'était pas juste une fête. C'était mon mariage. Un mariage, c'est un jour. La dette aurait duré une décennie. Elle est partie sans dire au revoir. Les semaines suivantes ont été difficiles. Maman et Ambre ont continué à essayer différentes tactiques pour me faire abandonner le procès. Maman a proposé de refinancer la maison et de retirer mon nom de tous les prêts si seulement j'annulais l'action en justice. Ambre m'a écrit une longue lettre sur la loyauté familiale et le pardon. Quand la manipulation émotionnelle n'a pas fonctionné, elles ont essayé de monter d'autres personnes contre moi. Maman a appelé mes tantes et oncles pour leur dire que je déchirais la famille pour une question d'argent. Ambre a publié de vagues messages sur les réseaux sociaux sur le fait d'être trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Certains membres de notre famille élargie m'ont contacté, principalement pour exprimer leur confusion sur ce qui se passait. Quand j'ai expliqué la situation, la plupart d'entre eux étaient en fait plutôt compréhensifs. Le frère de mon père, l'oncle Michel, a dit qu'il pensait que j'étais intelligente de protéger mon avenir financier. Ton père s'inquiétait toujours des dépenses de ta mère, m'a-t-il dit autour d'un café un après-midi. Il disait que Danielle était trop généreuse pour son propre bien, surtout quand il s'agissait d'Ambre. C'était nouveau pour moi, mais ça avait du sens rétrospectivement. L'affaire de licitation a progressé régulièrement. Maman et Ambre ont engagé un avocat pour les représenter, mais comme Maître Durand l'avait prédit, il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent faire pour arrêter le processus. Le tribunal a ordonné une expertise de la propriété et a fixé une audience pour approuver la vente. Pendant ce temps,
j'ai dû faire face à des retombées que je n'avais pas prévues. La nouvelle du procès s'était répandue dans notre quartier, et j'ai commencé à recevoir des questions compatissantes mais indiscrètes de la part des voisins. Quand je suis retourné chercher d'autres de mes affaires, Madame Dubois d'un accent grave côté m'a interpellé un après-midi alors que je chargeais des cartons dans ma voiture. « Juliette, ma chérie, j'ai entendu parler de ce qui se passe avec la maison, dit-elle en baissant la voix d'un air conspirateur. Je veux juste que tu saches que ton père serait fier de toi de t'être défendu. » Ce commentaire m'a frappé plus fort que prévu. Je n'arrêtais pas de douter de moi, me demandant si papa approuverait vraiment que je force la vente de notre maison familiale, mais Madame Dubois connaissait notre famille depuis 15 ans. Elle avait vu Ambre grandir en obtenant tout ce qu'elle voulait tandis que je travaillais pour chaque opportunité. « Ta mère a de bonnes intentions », a-t-elle poursuivi. « Mais cette fille elle a été pourri gâtée depuis que ton papa est parti. Quelqu'un devait y mettre un terme un jour. » Au travail, je me suis plongé dans mes projets avec une concentration renouvelée. Avoir mon propre appartement et savoir que je construisais une véritable indépendance financière m'a donné une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ma patronne, Marguerite, a remarqué le changement et m'a prise à part lors de notre réunion mensuelle en tête-à-tête. « Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie personnelle, mais quoi que ce soit, cela semble vous réussir, » a-t-elle dit. « Votre travail a été exceptionnel ces derniers mois. J'ai pensé à vous promouvoir au poste de coordinatrice marketing senior. » La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire de 8 000 €, ce qui m'a semblé être un signe de l'univers que j'avais fait le bon choix. J'étais enfin reconnu pour mes contributions au lieu d'être traité comme un distributeur automatique pour les rêves des autres. Pendant ce temps, le drame à la maison s'intensifiait d'une manière dont j'entendais parler par le biais de la famille. Ma cousine Marie m'a appelé début août pour me mettre au courant de ce qu'elle avait entendu de sa mère, qui avait parlé à maman. Apparemment, Ambre fait des crises de panique à propos de la situation de la maison, m'a dit Marie. Elle est convaincue que tout le monde en ville parle de leurs problèmes financiers et elle a honte de sortir de la maison. J'ai ressenti une pointe de sympathie, mais Marie a continué, ce qui est bizarre, c'est qu'elle continue de poster sur Instagram à quel point son mariage était parfait et de montrer tous les trucs chers qu'elle a achetés pour la lune de miel. Genre, ma fille, peut-être ne pas exhiber les sacs à main de créateurs si tu essaies d'obtenir de la sympathie pour tes problèmes d'argent. C'était si typiquement Ambre. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre. Être vue à la fois comme la victime de mon procès cruel et comme la jeune mariée glamour vivant sa meilleure vie. La vraie révélation est venue lorsque j'ai croisé la mère de Charles, Patricia, à l'épicerie à la mi-août. Je ne l'avais rencontrée que quelques fois avant le mariage, mais elle m'a reconnu et s'est approchée prudemment. « Juliette, j'espère que ça ne vous dérange pas que je demande, mais est-ce que tout va bien dans votre famille ? Charles a mentionné qu'il y avait des problèmes juridiques avec votre maison. » Je lui ai donné une brève explication diplomatique sur le procès en licitation, en me concentrant sur le désaccord financier plutôt que sur le drame familial. Patricia a écouté avec une expression de plus en plus préoccupée. « Oh, mon Dieu, dit-elle quand j'ai fini. Charles ne nous a pas raconté toute la situation. Nous pensions juste que vous aviez une sorte de dispute familiale sur les dépenses du mariage. Qu'est-ce qu'Ambre vous a dit ? » Patricia avait l'air mal à l'aise. « Eh bien, elle a dit que vous étiez jalouse de ne pas être le centre de l'attention et que vous essayiez de ruiner son mariage en causant un stress financier. Elle a fait passer ça comme si vous étiez vindicative pour une broutille. Bien sûr, elle l'avait fait. Je n'étais pas entièrement surprise, mais ça faisait quand même mal de savoir qu'Ambre répandait cette version des événements à la famille de Charles. La vérité, ai-je dit à Patricia avec soin, c'est que j'étais préoccupé par le montant de la dette contractée pour le mariage. Quand j'ai essayé de discuter d'alternatives, on m'a dit que j'étais trop jeune pour comprendre les priorités familiales. J'ai senti que ma seule option était de protéger mes propres intérêts financiers. Patricia a hoché la tête lentement. Je dois admettre que le père de Charles et moi avons été choqués de voir à quel point tout était cher. Nous avons proposé de contribuer, mais Ambre a insisté pour que tout soit exactement comme elle l'avait prévu, quel qu'en soit le coût. Nous avons fini par dépenser le double de notre budget juste pour suivre. C'était nouveau pour moi. Je n'avais pas réalisé que les parents de Charles avaient également été poussés à dépenser trop pour la vision d'Ambre. Entre vous et moi, a poursuivi Patricia, Charles est stressé par l'argent depuis leur retour de lune de miel. Ambre n'arrête pas de parler d'acheter une maison et de fonder une famille tout de suite, mais ils peuvent à peine payer leur appartement actuel avec toute la dette du mariage qu'ils ont. Après cette conversation, je me sentais plus confiante que jamais d'avoir fait le bon choix.
Il ne s'agissait pas seulement de me protéger de la dette. Il s'agissait de refuser de cautionner un schéma d'irresponsabilité financière qui faisait du mal à tout le monde autour d'Ambre, y compris son nouveau mari. L'expertise ordonnée par le tribunal a eu lieu fin octobre. L'expert a passé environ 2 heures à la maison à mesurer les pièces et à prendre des photos. Je n'étais pas là, mais maman m'a appelé après pour me dire que la valeur préliminaire était de 315 000 €, ce qui était proche de ce que j'avais estimé des mois plus tôt. L'avocat dit que nous devrions nous attendre à ce que la vente finale ait lieu en décembre ou janvier, a-t-elle dit. Sa voix était plate, résignée. Ambre n'arrête pas de demander s'il y a un moyen de l'arrêter, mais il a été très clair qu'il n'y en a pas. Comment va-t-elle, ai-je demandé, me surprenant moi-même avec cette question. Pas bien. Elle a beaucoup d'anxiété à propos de toute cette situation. Elle n'arrête pas de dire que ce n'est pas comme ça que sa première année de mariage était censée se passer. J'ai voulu souligner que sa première année de mariage aurait pu se passer très différemment si elle n'avait pas insisté pour un mariage qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Mais il ne servait à rien de dire ça à maman. À peu près à la même époque, j'ai commencé à subir des pressions de sources inattendues. La sœur de mon père, la tante Carole, m'a appelé un soir pour discuter de la situation. « Juliette, je sais que tu te sens blessée par les décisions de ta mère », a-t-elle commencé. « Mais ne penses-tu pas que tu vas trop loin ? Ton père aimait cette maison. C'est là que vous avez grandi. Forcer ta mère et ta sœur à la vendre semble si définitif. » J'ai expliqué mon raisonnement, mais tante Carole a continué d'insister. « Ne pourriez-vous pas trouver une sorte de plan de paiement ? Peut-être qu'Ambre pourrait te rembourser au fil du temps. » Avec quel argent, tante Carole ? Elle n'a pas d'emploi stable et elle vient de s'endetter massivement pour son mariage. Eh bien, et quand elle commencera à travailler à plein temps ou quand elle et Charles seront plus établis ? La conversation a tourné en rond pendant 20 minutes. Finalement, j'ai réalisé ce qui dérangeait vraiment tante Carole. « Êtes-vous inquiète de l'image que cela donne à la famille ?» ai-je demandé. Il y a eu une pause. « Eh bien, oui, franchement. Les gens parlent, Juliette. Ils disent que tu es vindicative et avide d'argent. Ça ne rejaillit pas bien sur nous tous. Et voilà. Le vrai problème n'était pas ma sécurité financière ou les relations familiales. C'était la réputation de la famille dans la communauté. Je suis désolé que vous soyez gêné, lui ai-je dit. Mais je ne vais pas rester endetté pour le reste de ma vie pour protéger l'image de la famille. Cette conversation m'a fait réaliser combien de personnes s'attendaient à ce que j'absorbe tranquillement les conséquences financières des choix d'Ambre pour éviter de faire des vagues. L'idée que je puisse donner la priorité à mon propre bien-être avant l'harmonie familiale était apparemment scandaleuse pour certains parents, mais d'autres membres de la famille étaient plus compréhensifs. Le frère de papa, Michel, m'a appelé quelques jours après ma conversation avec tante Carole. « J'ai entendu dire que Carole t'a fait des misères à propos de la maison », a-t-il dit. Je voulais que tu saches que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort. Merci, oncle Michel. Ça compte beaucoup. Ton père s'inquiétait toujours que ta mère gâte Ambre au point que cela lui nuirait à long terme. Il disait qu'Ambre devait apprendre à gérer la déception et à faire des compromis, sinon elle ne serait jamais capable de fonctionner comme une adulte. C'était la 2e fois que quelqu'un mentionnait les préoccupations de papa concernant l'éducation d'Ambre. J'aurais aimé qu'il soit encore là pour aider à naviguer dans ce gâchis, mais je commençais à comprendre qu'il aurait pu soutenir ma décision. Début septembre, le stress avait un impact visible sur toutes les personnes impliquées. J'ai appris par Marie que maman s'était plus souvent déclarée malade au travail, et qu'Ambre restait en pyjama la plupart des jours, lisant obsessionnellement des forums en ligne sur les conflits financiers familiaux. L'ironie, c'est que si Ambre avait mis la moitié de l'énergie qu'elle mettait à chercher des moyens de me blâmer pour leur problème à trouver un emploi stable, elle aurait probablement pu commencer à entamer leurs dettes. En novembre, environ 3 mois après avoir déposé la plainte, maman m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Juliette. Sa voix était basse, défaite. On peut parler ? Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Maman avait l'air épuisée. Elle avait perdu du poids et avait des cernes sous les yeux. L'avocat dit que nous ne pouvons pas arrêter la vente, dit-elle sans préambule. Je sais. La maison se vendra probablement autour de 315 000 €. Après avoir remboursé les 2 hypothèques et les frais de justice, il nous restera environ 90 000 € à diviser en 3. J'ai fait le calcul dans ma tête. Cela signifiait que j'obtiendrais environ 30 000 €,
ce qui correspondait exactement à ce que j'avais calculé des mois plus tôt. Ce n'est pas assez pour que nous achetions une autre maison dans la région, a poursuivi maman. Pas avec les prêts étudiants d'Ambre et la dette du mariage. Nous devrons déménager dans un endroit moins cher. Probablement loué pendant un certain temps. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je l'ai refoulée. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Es-tu vraiment désolé, Juliette? La question est restée en suspens entre nous. Étais-je désolé? J'étais désolé que nous en soyons arrivés là. J'étais désolé que notre famille ait implosé. J'étais désolé que papa ne soit pas là pour nous aider à naviguer dans ce gâchis. Mais étais-je désolé de m'être défendu? D'avoir refusé de les laisser hypothéquer mon avenir pour le mariage fantasmé d'Ambre? Non, je n'étais pas désolé de ça. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu trouver une meilleure solution, ai-je dit finalement. Maman a hoché la tête lentement. Je sais que tu penses que j'ai toujours favorisé Ambre. Peut-être que je l'ai fait. Elle semblait juste avoir besoin de plus de soutien, de plus d'encouragement. Tu as toujours été si capable, si indépendante. J'aurais été bien, ai-je dit doucement. Mais ça ne veut pas dire que je devais sacrifier ma sécurité financière pour les désirs d'Ambre. Tu as raison. L'aveu a semblé lui coûter quelque chose. Je me suis laissé emporter par le désir de lui offrir le mariage parfait. Je n'ai pas pensé aux conséquences à long terme. Nous avons parlé pendant une autre heure. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était la première conversation honnête que nous ayons eue depuis des années. Maman a admis que les dépenses du mariage étaient devenues complètement hors de contrôle et qu'elle avait été trop gênée pour admettre qu'elle était dépassée. Et Ambre, ai-je demandé. Le visage de maman s'est crispé. Ambre a du mal à accepter la responsabilité de tout ça. Elle pense toujours que tu as fait ça pour la blesser personnellement. Et toi? Penses-tu que j'ai fait ça pour te blesser? Maman a réfléchi attentivement à la question. Je pense que tu as fait ça pour te protéger. Je n'aime pas tes méthodes, mais je comprends tes raisons. La maison s'est vendue en janvier pour 318 000 €. Après tous les frais et remboursements de prêt, j'ai reçu un chèque de 31 200 €. Je l'ai utilisé comme acompte pour un petit appartement plus près du centre-ville, et j'ai enfin eu l'impression de construire quelque chose qui m'appartenait. Maman et Ambre ont fini par déménager dans une maison de location à environ 30 minutes de la ville, où le coût de la vie était plus bas. Maman a dû prendre un deuxième emploi à temps partiel pour gérer leurs dépenses, et Ambre a enfin pris au sérieux la recherche d'un emploi stable. Je n'ai pas parlé à Ambre depuis ce jour à mon bureau. Elle m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et refuse d'être au même endroit que moi lors des réunions de famille. Selon d'autres parents, elle et Charles vont bien, mais le stress financier de la dette du mariage a été dur pour leur mariage. Maman et moi avons lentement commencé à reconstruire notre relation. Nous déjeunons ensemble environ une fois par mois et, bien que les choses ne soient pas les mêmes qu'avant, elles sont plus honnêtes. Elle a admis qu'elle avait materné Ambre pendant des années et que la situation du mariage était l'aboutissement de nombreuses mauvaises décisions financières. Il y a quelques semaines, Ambre a eu un bébé. Maman m'a envoyé des photos et j'ai ressenti un mélange compliqué d'émotions. Je suis tante maintenant, mais je n'ai jamais rencontré mon neveu et je ne le ferai probablement pas de sitôt. Parfois, je me demande si j'ai bien fait. Aurais-je pu trouver un moyen de résoudre le problème sans détruire ma famille? Aurais-je dû simplement prendre sur moi et accepter la dette pour maintenir tout le monde ensemble? Mais ensuite, je pense à où j'en suis maintenant. Je suis propriétaire de mon logement. Je n'ai aucune dette à part mon prêt immobilier. Je construis une vie basée sur mes propres choix et priorités. J'ai une relation avec ma mère qui est basée sur le respect mutuel plutôt que sur la culpabilité et l'obligation. Ambre a eu son mariage de rêve, mais au prix de la stabilité financière et des relations familiales. Maman a appris de dures leçons sur le maternage et la responsabilité financière. Et j'ai appris que parfois, se protéger nécessite de faire des choix que d'autres personnes ne comprendront ou ne pardonneront jamais. Le referai-je? Honnêtement, oui. J'ai d'abord essayé toutes les autres approches. J'ai tenté de les raisonner, de faire des compromis, de trouver des alternatives. Elles ont rejeté mes préoccupations et m'ont traité avec condescendance à chaque tournant. Quand maman m'a dit « Tu comprendras quand tu seras plus grande », elle disait en réalité que mes pensées et mes sentiments n'avaient pas d'importance. Que j'étais trop jeune et inexpérimenté pour avoir des opinions valables sur ma propre vie et mon avenir financier. Il s'avère que j'avais parfaitement compris.
J'avais compris qu'on me demandait de sacrifier ma sécurité pour les désirs de quelqu'un d'autre. J'avais compris que ma famille me voyait comme une ressource à utiliser plutôt que comme une personne à respecter. Et j'avais compris que parfois, le seul moyen d'amener les gens à vous prendre au sérieux est de leur montrer que leurs actions ont des conséquences. La clé que j'ai laissée sur la table n'était pas seulement une clé de maison. C'était un symbole de tout ce que je laissais derrière moi. Le dysfonctionnement, le favoritisme, l'irresponsabilité financière et l'attente que je serais toujours celle qui se sacrifierait pour le bonheur de tout le monde. Je ne regrette pas de l'avoir laissé.